Alors nous sommes là aujourd'hui pour vous expliquer un peu le travail du parquet en matière de violences conjugales et de plaintes pour les violences intrafamiliales. Nous sommes toutes les deux du parquet de Namur, je suis substitut du procureur du roi et je travaille en collaboration avec Justine qui est ma juriste. Voilà. Donc j'assiste Hélène dans la gestion du cabinet des violences intrafamiliales. Bon, à part j'ai été avocate pendant plusieurs années, donc j'ai pu déjà acquérir une connaissance de la machine judiciaire. Et donc nous sommes toutes les deux sur l'ensemble des dossiers pour le parquet de Namur, Dinan et Namur. C'est environ quelque chose comme 4000 dossiers par an. Oui. Le parquet de Namur a décidé de dédier un cabinet spécialement pour cette matière. Ce cabinet est inclus dans la section jeunesse du parquet, ce qui veut dire qu'on a des collaborations, transmission d'informations, échange d'informations avec le parquet jeunesse qui s'occupe de la protection des enfants. Alors le parquet, qu'est-ce que c'est? C'est un procureur du roi et ses premiers substituts et substituts. Notre job, qu'est-ce que c'est? C'est de constater, ou en tout cas travailler en collaboration avec les services de police qui travaillent sous notre direction, de constater les infractions, de rechercher les auteurs et de chercher évidemment les preuves que les auteurs ont commis les infractions qui sont dénoncées. Alors pour ça, on a plusieurs outils et depuis 2006, il y a une politique criminelle qui a été élaborée au niveau national et cette politique criminelle elle est sans cesse réévaluée et des nouveaux outils sont mis en place pour atteindre les 3 objectifs qui sont fixés dans cette circulaire, à savoir protéger les victimes, évaluer le risque et prouver les faits. Et à côté de cette politique criminelle nationale, chaque parquet va établir des priorités dans le cadre des poursuites parce que la limite des moyens humains est telle qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas s'occuper de tous les dossiers et donc il y a des priorités et les violences conjugales font évidemment partie de ces priorités. Le travail du parquet est essentiellement en matière pénale, mais nous avons aussi une compétence d'avis en matière civile. Ce sont 2 matières qui sont différentes en fait. Le pénal, c'est la recherche, la poursuite et la condamnation des infractions. La matière civile, c'est tout ce qui concerne éventuellement le tribunal de la famille. Et évidemment, le procureur du roi, qui a des informations au niveau pénal, peut en informer le tribunal civil devant le tribunal de la famille quand il est question de chercher des modalités pour l'hébergement des enfants. Donc comme j'ai dit, la circulaire permet d'atteindre 3 objectifs qui sont protéger la victime, évaluer le risque et prouver les faits. Premier objectif, protéger. Qui est-ce qu'on protège? On protège la victime directe des infractions, mais également les victimes collatérales qui sont malheureusement les enfants qui peuvent parfois être exposés à ce genre de situation. Alors cet objectif de protection implique une réaction systématique en matière de violence. Donc on applique une tolérance zéro en la matière, comme le fixe la circulaire en matière de violence conjugale. C'est-à-dire qu'on va réagir systématiquement et rapidement dès qu'il y a une dénonciation d'infraction qui est faite, que ce soit par la victime, mais ça peut être aussi par un témoin ou confident de celle-ci. Toutes les plaintes doivent être traitées par les services de police, donc aucun refus de plainte n'est admissible et cela implique aussi, c'est du bon sens, que toutes les plaintes doivent être traitées avec professionnalisme. Alors, quel type de comportement est-ce qu'on va viser dans une plainte? Il faut qu'il y ait une infraction pénale. Mais toutes les formes de violence ne constituent pas une infraction pénale. C'est le cas, par exemple, bien souvent des violences psychologiques qui, en dehors du harcèlement ou des menaces, ne vont pas toujours constituer une infraction pénale au sens du code pénal. Donc, c'est le cas, par exemple, des menaces verbales sans ordre ou condition. Dans le cas, par exemple, où l'auteur va dire simplement « je vais te tuer ». C'est le cas aussi, par exemple, lorsque l'auteur va isoler la victime de son contexte social, qui va faire du chantage au suicide. C'est le cas aussi quand il y a des disputes sans qu'il y ait de coups qui se déroulent dans le cadre de la dispute. Et donc, quand il n'y a pas d'infraction pénale, ça ne veut pas dire que la police ne va rien faire. Ils vont pouvoir rédiger ce qu'on appelle des fiches informations, des fiches d'intervention qui seront visibles en banque de données policière et qui permettront d'objectiver une situation et qui pourront ressortir par la suite s'il y a de nouveaux faits qui se produisent.
La violence conjugale se déroule plus comme un film. C'est pas un instantané, c'est pas une photo, c'est un film. Et pour pouvoir évaluer la dangerosité, quelquefois sur un fait qui semble plus ou moins banal, il faut évidemment obtenir la collaboration de la victime qu'elle nous explique. On lui demande de manière générale d'un petit peu dérouler la relation, comment ça a commencé, quel type de violence, est-ce que ce sont d'abord des violences verbales, est-ce que ce sont des violences physiques, est-ce qu'il y a eu de la manipulation, de l'isolement, est-ce qu'il y a eu du chantage. Tout ça est important pour évaluer une situation, l'objectif étant de comprendre ce qui se passe pour pouvoir réagir de manière proportionnelle. Proportionnelle et graduelle aussi. On constate qu'il est important de réagir de manière d'abord humaine. L'objectif, on l'a dit, c'est de protéger, mais aussi de réagir en fonction de la situation, en fonction de la victime, de sa situation, en fonction de l'auteur et de sa situation. L'approche doit être graduelle, rappeler l'interdit de la loi, tout d'abord, et puis mettre petit à petit en place des mesures pour essayer de cadrer et d'éviter que la violence se reproduise. Pour arriver à cet objectif, il faut aussi pouvoir avoir des outils. Et les outils, c'est de prouver cette violence. Il y a beaucoup de situations où la violence est dénoncée. C'est bien de la dénoncer. C'est la première étape pour pouvoir d'abord la faire exister. Si on ne parle pas, ça n'existe pas. En tout cas, c'est une étape pour faire exister cette violence, mais il faut pouvoir la prouver. Dénoncer est la première étape, mais n'est pas suffisant. Et on constate que le postulat, dans tous nos dossiers, ou dans la plupart, c'est que la violence dénoncée va être systématiquement soit complètement niée par l'auteur, soit justifiée. Oui, ok, je l'ai harcelée, mais elle est partie avec les enfants, et donc je veux savoir comment ils vont, où ils sont, ce qui se passe. Ça va être banalisé aussi. Oui, ok, je l'insulte, mais elle aussi m'insulte. Ça peut être aussi décrédibiliser la victime. Bon, je ne l'ai pas frappée, ok, elle a des traces de coups, mais elle avait bu, elle est tombée. Et donc, on va avoir dans la plupart des situations une dénonciation de la part de la victime d'une situation de violence parfois très inquiétante, et d'autre part, un auteur qui va systématiquement avoir une vision diamétralement opposée. Face à ça, notre objectif, et c'est notre job, c'est de prouver les faits. D'abord de vérifier si c'est une infraction, c'est ce que disait Justine, mais pouvoir les prouver. Et donc, on associe la victime, on demande à la victime de collaborer en disant « Ok, madame, vous avez expliqué cette situation, maintenant, comment peut-on l'établir? Est-ce que vous avez des documents, des certificats médicaux, des preuves, des captures d'écran, des messages qu'il a envoyés? Est-ce que des personnes sont au courant de cette situation? Est-ce qu'on a constaté des traces de coups, peut-être pas cette fois-ci, mais d'autres fois? Qui peut-on entendre? Comment peut-on faire une enquête? Parce que tout moyen de preuve est admissible, en fait. Il n'y a pas des bonnes preuves et des mauvaises preuves. Ce qu'il faut, c'est que la balance de crédibilité penche davantage vers la victime que vers l'auteur. Parce que la justice, et c'est heureux, quelque part, part de la présomption d'innocence de la personne qui est dénoncée. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon n'importe qui pourrait dénoncer n'importe quoi, et si la personne a l'air crédible, eh bien une autre pourrait être condamnée. Donc notre travail est, 1, de vérifier s'il y a une infraction, 2, vérifier si on peut démontrer, prouver cette infraction, et puis 3, qu'est-ce qu'on en fait de cette infraction? Tout ne va pas aller forcément devant le tribunal correctionnel. 4000 plaintes par an, vous imaginez, si on devait mettre tout ça devant le tribunal, les auteurs seraient jugés en, je sais pas, 2025, 2028, je n'en sais rien. Les moyens de la justice sont limités. Qu'est-ce qu'on a comme moyens? On a des moyens d'abord humains, évidemment, au niveau de la police, au niveau de la justice. Au niveau de la police, dans chaque zone de police, il est prévu qu'il y ait un policier de référence. C'est un policier qui doit être spécifiquement formé aux violences conjugales. Ce n'est pas celui qui sera sur le terrain forcément lors de l'intervention de police, mais c'est lui qui est le référent au niveau des autres policiers de son commissariat. À côté de ça, il y a des magistrats aussi de référence. C'est mon cas, et Justine est également spécifiquement formée pour cette matière. Du coup, c'est normalement avec des personnes qui sont sensibilisées qu'on va pouvoir travailler. Il y a un magistrat qui est de garde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui peut être contacté par les services de police. Et aussi, c'est important de souligner qu'il y a un besoin de formation tant pour la justice que pour la police. Parce qu'au niveau de la police, il faut savoir que 50% de leur intervention environ, c'est de l'intrafamilial. Et on constate que sur le terrain, il y a beaucoup de policiers qui ne sont pas spécifiquement formés à la matière,
alors que ce sont des situations qui sont souvent bien difficiles à appréhender, puisque les policiers ils vont se retrouver confrontés à des situations où parfois la victime aura une réaction un peu ambivalente par rapport à l'auteur qui sera, lui, d'un calme olympien lors de l'intervention de la police. Il y aura des déclarations qui sont contradictoires, parfois ils vont être frustrés ou démotivés de voir qu'ils vont intervenir plusieurs fois et que le lendemain, le couple se promène main dans la main comme si rien ne s'était passé. Et donc, depuis quelques années maintenant, dans les académies de police, il y a une formation qui est dispensée pour les policiers de terrain et qui vont leur permettre de mener des enquêtes beaucoup plus efficaces. Et au niveau de la justice, il y a aussi des formations qui sont prévues, et notamment depuis juillet 2020, une formation obligatoire est dispensée à tous les magistrats en la matière. Donc la police va mener son enquête une fois qu'une situation de violence lui est dénoncée. Alors au niveau des délais, la police a 4 mois pour boucler son enquête. Donc elle va mener toutes les auditions utiles et ensuite revoir la situation auprès de la victime pour voir si l'intervention policière aura porté ses fruits et si la situation peut être considérée comme régularisée. Le parquet ne sera au courant de la situation qu'au mieux dans les 4 mois. Et on ne traite pas le dossier en temps réel. Je vous l'ai dit, les quantités de dossiers font que les dossiers rentrent dans le bureau, on les traite, on les priorise en fait en fonction de certains éléments qui ont été mis en évidence par les services de police. Et donc pour éviter ce temps qui parfois n'est pas admissible dans certaines situations urgentes, il est toujours possible, comme j'ai dit tout à l'heure, de faire un avis en temps réel au parquet, ce qu'on appelle les flagrants délits. Donc de jour, de nuit, week-end, n'importe quand les policiers constatent ou interviennent dans une situation de violence, il est toujours possible, s'ils ont estimé que cette situation ne pouvait pas attendre une enquête classique et une transmission classique au parquet, de faire un avis téléphonique au parquet. Je vous l'ai dit, il y a 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 un magistrat qui est de garde. L'avantage de cet avis, c'est de permettre une réaction immédiate. Et la première des réactions immédiates est la privation de liberté de l'auteur. À partir du moment où il y a une personne qui est violente, qui est alcoolisée, où les policiers savent qu'en tournant les talons, la violence va à nouveau être présente, évidemment, il faut extraire la personne de son foyer qui le met en danger. Et donc, c'est l'objectif premier de l'avis au parquet. Alors, la personne privée de liberté. Cette privation de liberté est confirmée par le parquet pour une durée de maximum 48 heures. Pendant ces 48 heures, il est possible de faire beaucoup de choses. On peut commencer l'enquête, on peut entendre la victime, on peut déjà la mettre en sécurité, elle sait qu'il y a un délai de privation de liberté pendant lequel elle ne risque pas de voir à nouveau l'auteur revenir à la maison. Et donc, les premiers devoirs d'enquête sont lancés à partir de ce moment-là. C'est la possibilité aussi pour éventuellement le milieu associatif de vérifier avec elle, est-ce que vous restez là, est-ce que vous voulez une aide, est-ce que vous voulez partir, voir un peu les premières choses à mettre en place. Le parquet peut faire différentes choses. Après l'audition de l'auteur, l'audition de la victime et l'audition de l'auteur, la police réinterpelle le parquet en disant voilà quels sont les éléments, nos éléments d'enquête, voilà ce que la victime déclare, voilà ce que l'auteur déclare, voilà nos premiers éléments d'enquête, que fait-on avec ça ? Et le parquet de décider, voilà, j'estime que la situation maintenant est retombée, la victime ne semble pas avoir peur, souhaite que son partenaire revienne, ok. On fait ce qu'on appelle un rappel de la loi et l'auteur est remis en liberté. Le dossier, ensuite, évidemment, suivra son cours au niveau du parquet. Ça ne veut pas dire parce qu'il est remis en liberté qu'on ne fera rien. Il y a des situations qui sont trop dangereuse pour qu'on puisse en arriver là. Et il y a différentes possibilités. L'auteur peut être déféré, soit devant un juge d'instruction, pour demander ce qu'on appelle un mandat d'arrêt, c'est-à-dire passer par la case prison, le temps pour protéger. Il peut y avoir une comparution devant le procureur du roi lui-même, qui peut aussi prendre certaines mesures, et notamment soit décider en urgence de citer devant le tribunal correctionnel, mais bon, est-ce que ça protège la victime dans l'urgence? Ça, c'est à voir. Il faut assortir de certaines conditions. Et ces conditions, il peut y en avoir dans une procédure qu'on appelle la procédure de médiation et mesure. Il faut que d'abord l'auteur reconnaisse les faits, même s'il les banalise, même s'il les minimise, mais qu'il reconnaisse en tout cas son implication et sa responsabilité dans les faits, et qu'il accepte un programme qu'on va lui proposer et qui comprendra au minimum
soit un suivi médical et thérapeutique si on a identifié un problème d'assuétude, alcool, drogue, médicaments, s'il y a un problème de dépression chronique ou ce genre de choses. Ça peut être aussi, et c'est systématique, un programme de responsabilisation pour les auteurs de violences conjugales. On parle notamment régulièrement de la formation Praxis, qui est une formation en groupe de responsabilisation pour les auteurs. Le parquet peut décider de cette mesure, qui rencontre le plus souvent le souhait et des victimes, qu'il arrête, qu'il comprenne, qu'il se soigne. L'intérêt de l'auteur, prise en charge immédiate, ok, mais pas de juge, pas de casier, pas d'avocat, pas de déclassement professionnel. C'est une approche qui est vraiment dans la politique criminelle, c'est-à-dire approche graduelle, d'éducation, de sensibilisation, approche pluridisciplinaire. La justice, la police seule ne suffit pas pour enrayer la violence. Il faut s'entourer de partenaires, évidemment sur l'auteur, mais également permettre à la victime d'avoir un contact avec des associations comme par exemple Vie Féminine, mais d'autres associations aussi spécialisées en la matière pour qu'elle comprenne pourquoi elle est entrée ou elle s'est laissée piéger par cette situation de violence, mais surtout comment faire pour en sortir. Avec son partenaire, parce que certaines n'envisagent pas une séparation ou sans son partenaire, après lui avoir donné plusieurs chances pour essayer de démontrer qu'il veut changer et faire le constat que oui, il change ou que non, il ne changera pas. Et donc voilà, le parquet a différents outils. On a ce qu'on appelle l'opportunité des poursuites. Ce n'est pas parce qu'on a une infraction, un auteur et des preuves que forcément il va être condamné. L'objectif, notre objectif, c'est que la violence s'arrête. Et quelle que soit la manière qu'on va choisir, la condamnation, c'est quand tout a échoué. La prison, c'est pour enfermer, rien d'autre. On ne sortira jamais mieux de prison. En tout cas, on n'aura pas compris que la violence est quelque chose qui ne peut pas faire partie du quotidien. Il faut qu'il y ait cet accompagnement pluridisciplinaire. Et c'est tout le travail qu'on a, nous, c'est d'établir l'infraction, de vérifier la situation, de mettre les moyens en place pour que la situation évolue. Et si tout échoue, eh bien, oui, il reste la case prison, il reste le jugement. Ça en fait partie, mais ce n'est pas forcément notre choix premier. Donc à côté de ces cas de flagrant délit, il y a toutes les situations où les victimes vont pouvoir venir elles-mêmes dénoncer la situation directement auprès des services de police. On conseille aux victimes de préparer ce rendez-vous avec la police. Donc déjà en prenant rendez-vous pour leur garantir un meilleur accueil, une meilleure disponibilité des services de police et aussi pour leur permettre d'avoir un contact avec ce qu'on appelle le SAPV, donc le service d'assistance policière aux victimes, qui va pouvoir les orienter vers le pluridisciplinaire dans toutes les structures spécialisées. Et donc pour préparer ce rendez-vous, on conseille de peut-être d'élaborer un récit de vie, donc pour expliquer le contexte de la relation, quand les violences ont-elles commencé, sous quelle forme, l'intensité des violences, etc. Il y a également des structures qui pourront permettre de préparer cette plainte avec les victimes par le biais d'associations qui pourront les accompagner dans tout ce processus-là. L'enquête est alors menée de manière autonome par les services de police et le dossier revient ensuite au parquet et donc nous allons traiter les plaintes à ce moment-là. Donc une fois que la plainte et l'enquête arrivent au niveau du parquet, plusieurs réactions possibles. Donc à cet égard-là, toutes les plaintes vont nous arriver et c'est important de souligner qu'on aura une vision globale d'une situation. Donc si par exemple il y a plusieurs dossiers qui concernent un même couple ou ex-couple, toutes les plaintes qui les concernent seront regroupées dans une même farde et seront analysées ensemble. Plusieurs cas de figure. Premièrement, il n'y a pas d'infraction qui est objectivement dénoncée. Donc à ce moment-là, le dossier sera classé sans suite, pas d'infraction. S'il y a une infraction qui est objectivée, mais que l'auteur nie et que la victime ne dispose malheureusement pas de suffisamment d'éléments de preuve pour imputer les faits à un auteur, à ce moment-là, soit la situation est véritablement dangereuse et donc on va tenter de poursuivre l'enquête et de récolter un maximum d'infos, soit voilà, il faut qu'on priorise aussi dans le cadre des dossiers et à ce moment-là, si on n'a pas suffisamment de preuves, le dossier sera classé sans suite, charge insuffisante, à savoir qu'un classement sans suite est toujours provisoire et la décision pourra être revue s'il y a de nouveaux éléments qui sont révélés par la suite, des témoignages ou ce genre de choses par exemple.
Si on a un auteur qui est déterminé et qu'on a suffisamment de preuves pour démontrer son implication dans les faits, eh bien, il y a plusieurs réactions possibles. Et comme Hélène l'a expliqué, on procède via une approche graduelle. Donc, des réactions plus soft au début, un rappel à la loi par exemple, ou un courrier d'avertissement. Et si la situation persiste, la réaction sera de plus en plus sévère. Et donc, on va pouvoir envisager une procédure de médiation et mesure s'il y a par exemple une problématique d'assuétude, alcool, stupéfiants ou une formation qui est nécessaire en gestion de la violence. Et si la situation persiste encore et que l'approche graduelle échoue, qu'on a tout essayé et que malheureusement le comportement infractionnel perdure, eh bien alors là, on citera devant le tribunal correctionnel qui aura aussi toujours la possibilité d'assortir sa condamnation de mesures probatoires qui permettra aussi de gérer l'une ou l'autre problématique. Aussi, un point à soulever, c'est que parfois, on est confronté à une victime qui souhaite retirer sa plainte. Et donc, ce n'est pas rare que dans les dossiers, les policiers nous indiquent que la victime est revenue au commissariat pour retirer sa plainte. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un retrait de plainte que l'infraction est supprimée ou que le parquet ne réagira pas. Donc parfois, on va avancer sans la collaboration de la victime. Donc c'est évidemment mieux si la victime collabore à l'administration de la preuve, mais ce n'est pas toujours le cas, mais on continuera l'enquête. Si on a suffisamment d'éléments, une réaction judiciaire pourra tout de même être apportée. S'il y a des choses à faire constater, il ne faut pas tergiverser, il faut aller vers un service de police et expliquer. Et le service de police, toute infraction dénoncée ou constatée, il doit ouvrir un PV. C'est une obligation légale. À partir du moment où on est dans la dénonciation d'une situation peut-être qui perdure déjà depuis des années, on peut préparer cette plainte. Et ça peut se faire si la victime est trop fragile pour oser faire cette démarche seule, déjà aller voir une association ou peut-être venir avec un membre de la famille, une amie, c'est déjà arrivé ce genre de choses, hein, où quelqu'un accompagne, prend par la main, allez viens, on va en parler. Et un policier ne peut pas refuser ça. La seule chose, c'est que le policier, parfois, il va se dire, oui, mais au final, c'est quoi l'infraction ? C'est pas un cabinet de psy, ici ça ne va pas dans votre couple, il y a pas mal de violences psychologiques, mais l'infraction, qu'est-ce qu'il y a ? Et c'est peut-être ça que certains sont démunis en disant on ne va pas ouvrir de PV parce qu'il n'y a pas vraiment d'infraction dénoncée. Ce qui est vécu comme une double victimisation. On ne me croit pas. Si, on vous croit dans ce que vous dites, mais vous êtes dans un commissariat de police, vous n'êtes pas dans un cabinet de psy, vous n'êtes pas dans une association. Nous, on a une casquette police. Est-ce qu'il y a une infraction, oui ou non ? Alors peut-être que c'est ça la nuance, je ne sais pas. Je ne sais pas les situations où il y a eu ce refus de plainte et ce qui a été expliqué et dénoncé. Mais il est clair que toute infraction constatée ou toute infraction dénoncée doit faire l'objet d'un procès-verbal. Et si le policier le refuse, il y a toujours aussi les SAPV, le service d'assistance policière aux victimes, où on peut peut-être aider la personne à mettre de l'ordre dans ses idées et pouvoir mettre les choses en place en disant concrètement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous voulez, c'est quoi le but de cette démarche et de quelle manière peut-on vous aider. Ça, c'est possible. Mais un refus de plainte d'une infraction dénoncée, encore une fois, la victime, elle ne connaît pas le code pénal, elle ne peut pas qualifier l'infraction, c'est une menace, c'est un harcèlement, c'est ceci, ça c'est le travail du policier, le travail du magistrat. Mais quelquefois, il faut reconnaître qu'il y a... En fait, on pense à la police, c'est la première étape, mais c'est peut-être pas la bonne. C'est peut-être pas là qu'il faut aller dénoncer la violence qui est vécue, mais peut-être faire des étapes avant. Ça, c'est possible. Et sans excuser, évidemment, un policier qui va, dans son non-verbal, dans son attitude, déjà regarder la victime, leur de dire « ouais, je te crois pas » ou non, ça, c'est inadmissible. C'est pas possible. Et ils sont formés à être des professionnels. Et on est tous des humains. Hein. On va tomber sur un homme, sur une femme, peut-être sur un macho, peut-être sur... mais a priori, ils portent un uniforme. L'uniforme, c'est un comportement uniforme et professionnel. Et donc, si en venant chercher une aide, en dénonçant une situation de violence peut-être dans laquelle les enfants sont impactés, l'assistante de police, elle ne pourra pas faire semblant qu'elle n'a rien vu, qu'elle n'a rien entendu. Elle va dire, écoutez, là maintenant, il va falloir ouvrir un procès-verbal de ce que vous me dites. Je ne peux pas avoir reçu cette information, moi, avec ma casquette police, et ne rien en faire.
il faut comprendre que quand on pousse la porte d'un commissariat, c'est un commissariat de police. C'est une aide, c'est sûr, mais c'est une aide avec une casquette. C'est ça. Oui, effectivement, à Namur, il y a des outils qui ont été élaborés à ce niveau-là, avec un PV type, mais qui est vraiment purement interne. Ça ne regarde pas spécialement les victimes ou les auteurs, mais c'est plutôt une manière de travailler et pour essayer d'uniformiser les pratiques au sein de toutes les zones de police de l'arrondissement. Avec les policiers, un petit groupe de travail, on a mis en place un PV type pour qu'ils n'oublient rien, pour qu'ils soient attentifs à ouvrir le champ, pour qu'ils soient attentifs dans l'audition de la victime, dans la récolte des preuves. Mais ça, c'est quelque chose qui est une initiative locale. C'est pas national, ce type de PV. Peut-être qu'un jour, ça le sera. Mais nous, en tout cas, on trouve qu'avec la masse à gérer, il faut que le travail policier soit de qualité. Sinon, on leur renvoie les PV en disant « nous, on voudrait encore ça ou ça ou ça ». Oui, c'est de la perte de temps. On perd plusieurs semaines, plusieurs mois. Si on n'a pas les informations qu'on veut. Et donc là, il y a vraiment plusieurs rubriques avec tous les éléments de preuve. Est-ce qu'il y a des témoins? Est-ce qu'il y a des certificats médicaux? On fait un dossier photo, etc. Ce qui permettra d'avoir vraiment, quand on le veut, les informations les plus précises possibles. Et donc, on pourra donner une réaction judiciaire beaucoup plus rapide et beaucoup plus adaptée aussi à la situation. Au niveau du parquet général, donc il y a un outil qui a été élaboré, qui est un outil d'évaluation des risques, une évaluation de la dangerosité d'une situation et qui va en fait permettre de déterminer si dans une situation déterminée il faut faire ou pas un avis magistrat et ce qui va permettre de prioriser les dossiers quand ils nous arrivent au sein du parquet. Donc ce seront des dossiers qui seront traités plus urgemment par nous. Cet outil, il se présente sous forme de grille d'évaluation et qui va reprendre toute une série de facteurs, certains étant considérés comme particulièrement aggravants. Donc en fait, dans la grille, très concrètement, il y a des petites bombes qui sont indiquées à côté de certains facteurs particulièrement alarmants, comme des menaces de mort, si l'auteur a déjà été condamné antérieurement pour des violences ou ce genre de choses. Et donc, cet outil se base uniquement sur l'audition de la victime et c'est depuis l'audition de la victime qu'on va déterminer ces critères-là. Mais c'est un outil qui est utilisé uniquement par le parquet, c'est pas une pièce de procédure qui sera soumise au tribunal ou au juge d'instruction, donc c'est vraiment purement interne. Cet outil a été mis au point par une criminologue qui a travaillé sur différents modèles pour pouvoir permettre aux policiers qui... Le policier, c'est un généraliste, hein, il fait de tout. Nous, on a un cabinet spécialisé et on est formé dans cette matière, mais imaginez toutes les matières que le policier doit traiter sur le terrain. Et donc, pour pouvoir l'aider dans son évaluation de la situation, il y a cet outil qui se base, comme le dit Justine, strictement sur le récit de la victime. Donc ça pourrait être soit exagéré, soit au contraire minimisé par la victime. Ce qui permet en tout cas aux policiers, après l'audition de la victime, de se dire, bon ok, est-ce que c'est une situation qui est plutôt à risque ou pas? Si c'est une situation plutôt à risque, d'emblée, il est obligé de faire un avis au magistrat en temps réel. Mais voilà, c'est tellement difficile d'évaluer une situation. Si on ne pose pas les questions, on ne le sait pas. Et ça l'oblige quelque part à poser les bonnes questions. Mais plus généralement, au niveau des éléments de contextualisation qui pourront aussi être demandés dans le corps même de l'audition, c'est de savoir depuis quand le couple existe, est-ce qu'il y a des enfants, à partir de quand ont commencé les violences, est-ce qu'elles augmentent en intensité, quelles sont les différentes formes, parce que parfois ça commence par des violences plutôt psychologiques et puis ensuite sont les violences physiques qui apparaissent, est-ce qu'il y a des assuétudes, alcool, stupéfiants, médicaments, est-ce qu'il y a des aides qui ont déjà été mises en place, est-ce que dans le cadre d'un couple séparé avec des enfants, est-ce que le tribunal de la famille a déjà été saisi? Vraiment toute une série de questions purement pratiques mais qui permettent de déterminer le contexte bien précis de la relation qui pourra permettre d'individualiser la réaction judiciaire. Parce que quand on a juste un fait unique et qu'on n'a pas d'éléments de contextualisation derrière, ce sera difficile d'ajuster la réaction. Et donc parfois, on va peut-être classer sans suite un dossier, alors que si on avait eu plusieurs
d'autres informations de contextualisation, on aurait réagi différemment. Et donc ça, c'est souvent des informations qu'on va redemander. Si le PV n'est pas complet à cet égard-là, on va demander une réaudition de la victime pour permettre de déterminer quelle est la contextualisation du couple. Alors il y a plusieurs éléments par rapport à cette question. Il y a les antécédents judiciaires. Donc nous, quand le dossier nous arrive, on a connaissance des différents antécédents de l'auteur et donc on va voir, parfois il y a déjà eu des condamnations pénales antérieures. Mais ce n'est pas un élément de preuve. Donc comme on l'a dit, comme Hélène l'a dit, il faut prouver les infractions. Et ce n'est pas parce qu'un auteur a des antécédents en la matière que forcément c'est lui qui a commis l'infraction. Donc c'est un élément qui va rentrer en ligne de compte pour déjà cerner la personnalité de l'auteur et aussi pour adapter la réaction judiciaire qu'on aura par la suite. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on puisse avoir une vision globale de la situation et donc c'est vrai que parfois on constate qu'il y a déjà eu des plaintes d'autres victimes, donc on les aura dans notre farde puisqu'on a toute la situation qui concerne un même auteur. Et donc, il faut voir si y a d'autres plaintes de la même victime ou d'une autre victime. Et donc, voir ce qui a été fait de ces dossiers-là, s'il y avait suffisamment de preuves, etc. Et donc, ça va permettre d'adapter la réaction judiciaire à ce niveau-là. Mais les antécédents, ils rentrent en ligne de compte, mais pas dans le cadre d'un élément de preuve. C'est pas un élément de preuve qui permettra d'établir une infraction ou une situation dénoncée, mais ça rentrera dans un contexte de réaction. Tous les éléments de preuve sont bienvenus. Il n'y a pas des bonnes preuves et des mauvaises preuves. L'objectif, comme je l'ai dit, c'est faire pencher la balance de crédibilité d'un côté ou de l'autre. Parce qu'on part du postulat, c'est un constat même que d'emblée tout va être nié. Donc tout est bienvenu, que ce soit des preuves matérielles, on en a parlé, un certificat, photo, capture d'écran aussi avec les propos. C'est pas forcément des menaces, mais la manière dont ils sont rédigés, le côté dominant ou contrôlant, tout ça va faire vraiment le contexte. Donc tout est bienvenu. Et tous les témoins, qu'ils soient directs ou indirects, on parle de témoins directs, c'est-à-dire de personnes qui ont vu ou entendu, je ne sais pas moi, une scène de coup ou une scène de chantage ou suicide ou des choses comme ça, tout ça est le bienvenu. Les témoins indirects, c'est quoi? C'est par exemple la voisine qui voit un monsieur qui sort en vociférant ou qui entend les enfants pleurer ou qui entend que monsieur rentre régulièrement alcoolisé et qu'après il y a des pleurs dans la maison. Ça peut être des collègues qui n'étaient pas du tout présents dans la maison mais qui ont constaté que madame a parfois soit un col roulé alors que c'est pas la saison ou présente des traces de coups ou est dans une situation où monsieur appelle régulièrement au travail, intempestivement, t'es là, à quelle heure tu rentres, voilà, tout nous intéresse, tout. Évidemment, nous, on ne peut pas le deviner. Il faut que la victime puisse nous dire, voilà, je dénonce une situation et plusieurs personnes peuvent en attester. Il faut qu'elle les identifie, ces personnes. Autrement, on ne va pas les trouver toutes seules. Normalement, le travail policier voudrait que dans son audition, elle puisse citer toutes les personnes dont elle sollicite l'audition et le policier, dans la mesure du possible, procède à ces auditions. On va commencer par les personnes les plus pertinentes, les témoins directs, la famille, mais en principe, ça fait partie du travail policier. Quelquefois, quand le dossier nous revient, il n'y a pas eu ces auditions parce que soit ces personnes étaient dans d'autres zones de police et ils n'ont pas pris l'initiative d'envoyer le dossier, mais nous le renvoient à nous en disant « est-ce que vous voulez faire entendre ces personnes ?» Et ils nous laissent, comme ils disent, l'opportunité de procéder au devoir d'enquête sollicité par la victime, ce qu'on fait ou pas en fonction du dossier qui nous est soumis. Audition de tous ces témoins, oui, pas de problème. Audition des enfants, ça c'est une autre question. Ça, c'est une autre question. Il y a des victimes qui nous demandent « mais entendez nos enfants » parce que ce sont les témoins privilégiés, c'est eux qui sont là, qui sont impactés en première ligne. On a une position parfaitement tranchée par rapport à ça et je pense que ça correspond aussi vraiment à la manière dont les psychologues envisagent ces situations. Les auditions d'enfants mineurs exposés aux violences, c'est-à-dire témoins, on ne parle pas d'enfants victimes, il y a une procédure, mais les enfants témoins exposés, non. Pas d'audition. Pas d'audition
D'abord parce qu'il se trouve dans un conflit. On a toujours envie de dire dans un conflit de loyauté, mais hier la psychologue nous expliquait, on a justement à nouveau une formation à ce niveau-là, que c'est un conflit de protection en fait. Qui vont-ils protéger? Est-ce qu'ils vont protéger maman, qui est victime de violence? Est-ce qu'ils vont se protéger eux? Parce que s'ils protègent maman, peut-être qu'ils vont eux se mettre en danger. Est-ce qu'ils vont faire alliance aussi? Parce qu'à force d'être témoins de violence et que maman ne réagit pas, peut-être pour eux, vaut-il mieux faire alliance avec le plus fort? Est-ce qu'eux pourront se dire, si papa aujourd'hui est en prison, c'est à cause de moi? C'est pas possible de mettre ces enfants qui sont, je le reconnais, hein, les témoins privilégiés, et on aimerait avoir cette audition. Mais c'est faire porter sur leurs petites épaules quelque chose qui sont déjà suffisamment emportés, et l'impact de la violence sur les enfants est déjà tellement énorme qu'il n'est pas question que la justice, en plus, se serve d'eux pour arriver à établir la culpabilité d'un parent. Si on ne sait pas l'établir autrement, ce n'est pas eux qui doivent en prendre la responsabilité. Donc on est très tranché par rapport à ça, non. Par contre, s'il y a des violences exercées sur les enfants, et là il y a un dossier spécifique qui est ouvert, avec une infraction dont le mineur est la victime, et il y a des procédures particulières d'audition. Un enfant n'est pas entendu par un policier comme n'importe qui. Il y a une audition qu'on appelle audiovisuelle, donc c'est dans un local spécialisé, avec des policiers spécialement formés. Cette formation est très pointue, avec un psychologue. Il y a vraiment tout un contexte qui fait que cette audition est prise dans les meilleures conditions pour préserver l'enfant. On va ouvrir un procès-verbal de coups, d'accord? Papa frappe maman. L'enfant est présent, il est exposé à cette violence, évidemment qu'il est victime, et on connaît les implications dans le développement cognitif, dans le développement global de l'enfant et les répercussions de cette violence. La seule chose, c'est que dans une logique purement policière, il ne va pas être mentionné comme victime parce qu'il n'est pas victime du coup. Alors il faut faire la distinction entre victime, un enfant exposé aux violences, est un enfant maltraité, mais il n'est pas victime du coup que sa mère a reçu. Et donc, il n'est pas mentionné comme victime dans le PV, il est mentionné comme témoin. C'est une nuance. Je sais que les mots sont hyper importants, et clairement, ils sont victimes. Mais il y a le parquet jeunesse à côté de ça. C'est ça. Et le parquet jeunesse peut prendre d'autres mesures, et notamment dans un but de protection de l'enfant. Et nous, lorsque le dossier nous arrive et qu'on voit effectivement qu'il y a des enfants qui sont exposés à la violence, une copie du dossier sera transmise au service jeunesse du parquet. Et comme ça, il y aura peut-être des réactions qui pourront être réservées à la situation familiale par le biais des situations de mineurs en danger. Et donc là, il y a tous des leviers qui seront aussi activés via SAJ ou SPJ éventuellement. Donc ça, il y aura aussi des solutions à ce niveau-là, mais donc un véritable transmis d'informations entre notre cabinet et les cabinets jeunesse. Oui, donc au niveau de la garde des enfants, quand il y a un contexte de séparation et de violence, il faut qu'il y ait des démarches qui soient entamées devant le tribunal de la famille. Il y a deux types de dossiers au sein du tribunal de la famille. Donc il y a les dossiers plutôt classiques où il y a un des parents qui va saisir le tribunal et donc ensuite toute la machine judiciaire va se mettre en place pour déterminer les conditions d'hébergement des enfants. Et à côté de ça, quand il y a un contexte de violence, on a les affaires qui sont dites communicables où il y a un magistrat du parquet qui va siéger à l'audience et qui va donner un avis sur la situation. Donc, comment est-ce que ces affaires arrivent au parquet? Soit parce que la victime a dénoncé la situation dans la saisine au tribunal de la famille, ou alors il y a eu des plaintes qui ont été déposées, dont le parquet est évidemment au courant et pourra en faire état à l'audience. Alors, l'aliénation parentale, il faut déjà définir ce terme, je pense que c'est galvaudé. Hein. L'aliénation parentale, dans la plupart des mentalités, c'est quoi? Ça veut dire qu'un parent dénigre l'autre et refuse les contacts avec l'autre. Donc, refuse aux enfants les contacts avec l'autre parent. Il faut savoir que dans beaucoup de situations de séparation où il y a du conflit, donc
la plupart des situations qui se retrouvent devant le tribunal de la famille, tout le monde essaie de tirer la couverture de son côté. Est-ce qu'on parle d'aliénation parentale? Si on va chercher la définition d'aliénation parentale, c'est une manipulation des enfants de manière telle qu'ils n'ont plus aucun souvenir positif d'un des deux parents. C'est presque un lavage de cerveau, en fait, l'aliénation parentale. Or, dans le conflit, ils tirent tous la couverture de leur côté. La mère victime de violences conjugales, à juste titre, voudra protéger ses enfants et ne pas les confier au père qui a été violent, parce qu'un homme violent, a priori, n'est pas un bon père. Pour avoir fait subir de la violence à la mère, c'est-à-dire la mettre dans une situation de stress permanent, ça diminue ses capacités maternelles. Et qu'est-ce qui en pâtit? Ce sont aussi les enfants. Donc, comment déterminer la mère va fort logiquement freiner des cas de fer pour confier les enfants au père. D'autre part, le père, dans le conflit, va dire aussi « elle me dépeint comme étant quelqu'un que je ne suis pas, c'est elle qui aliène les enfants, c'est elle qui me prive des enfants ». Le juge, il est face à ça. Qui croire? Est-ce que vraiment, monsieur est violent et que madame tente de protéger les enfants? Est-ce que madame, après séparation, elle veut juste garder ses petits dans son nid et ne veut pas les confier au père? Il faut se mettre à la place du juge. Le juge civil, il est face à deux sons de cloche incompatibles. C'est la raison pour laquelle, Justine l'expliquait, dans certaines audiences, on demande la présence du procureur du roi pour essayer de dire est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que vous êtes informé de cette situation? Est-ce qu'il y a une enquête? Est-ce qu'il y a des éléments? Il faut qu'on puisse l'éclairer. Sans ça, lui, comment voulez-vous qu'il puisse se fonder une opinion et puisse dire les enfants n'iront pas chez monsieur, ou alors on va le faire passer par un centre de rencontre comme la SBL Autrement, pour éviter qu'il y ait des contacts entre la mère et l'enfant, pour que les contacts soient médiatisés avec le père. Le juge civil, lui, il se trouve face à deux thèses. Alors, le premier outil, c'est la présence du ministère public. Encore faut-il qu'il y ait d'abord une visibilité de cette situation. Si la victime n'a jamais déposé plainte pour violence, le procureur du roi, il peut venir à l'audience, il ne pourra rien dire. Moi, je n'ai pas de plainte, je n'ai pas d'enquête, j'ai rien, j'en sais rien. Donc, il ne viendra pas, le procureur du roi, sans dossier. Donc, la première chose, pour qu'une victime puisse faire valoir devant le tribunal de la famille, attention, le père est violent, il faut qu'elle l'ait dit à un moment ou à un autre. D'abord à la police, c'est-à-dire que ça viendra au parquet, et puis devant le juge civil. Si elle cite devant le tribunal civil pour obtenir des modalités d'hébergement et qu'elle ne dit rien dans sa saisine de cette violence, le juge il va dire « je vous entends madame, mais monsieur il n'est pas d'accord avec votre vision des choses. Comment fait-on pour départager ça ?» Je pense qu'en fonction de la chaise sur laquelle on est assis, ça semble évident, pour la victime, ça semble évident que le juge ne peut pas donner ses droits au père qui est violent, qui est dangereux. Quand on est sur la chaise du père ou du mari, c'est moi je suis le père, j'ai le droit de voir mes enfants. Ça ne s'est pas bien passé entre la mère, mais je suis correcte vis-à-vis de mes enfants. Et on est sur la chaise du juge, et le juge il va dire oui, mais écoutez, vous dites deux choses différentes. Je crois qui, moi? Qu'est-ce que j'ai comme élément? Il n'y a pas de dossier judiciaire, il n'y a pas de plainte au niveau du parquet. J'ai deux thèses totalement différentes. Tout semble tellement évident en fonction de la chaise sur laquelle on est assise. Et ça, il faut essayer de décaler son point de vue et de comprendre qu'il va falloir convaincre le juge de ce qu'on dit. Et ce n'est pas toujours évident. Le terme médiation pénale, il faut retenir pénale, pas médiation. La médiation pénale, c'est quoi? C'est une mise sous contrainte judiciaire. C'est ça qu'il faut retenir. En fait, il y a deux volets dans la médiation pénale. Il y a un volet réparation et il y a un volet mesure. D'accord? Pour pouvoir enclencher cette procédure qui est une alternative aux poursuites, ce qu'il faut comprendre, c'est de un, c'est que le dossier, il est suffisamment complet et suffisamment prêt pour pouvoir aller devant un juge. Donc, il y a une infraction, il y a un auteur et il y a des preuves. Le dossier, il est prêt pour aller devant le juge, mais le procureur se dit peut-être qu'on pourrait éviter le juge et qu'on pourrait mettre en place quelque chose plus rapidement, parce que pour aller devant un juge, il y a quand même des délais de citation et ce ne sera pas demain, ce sera peut-être plutôt dans 6 mois que demain. Par contre, demain, il pourrait déjà y avoir des mesures qui sont mises tout de suite en place. Et deux volets. Un volet réparation, donc la victime peut demander une indemnisation. Il a crevé ses pneus, il a cassé son téléphone, cassé ses lunettes, il y a eu des frais médicaux.
Voilà, il peut y avoir une indemnisation financière ou une réparation, un engagement sur l'honneur, à ne plus la contacter en dehors de ce que prévoit le jugement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va être entre auteur et victime, mais toujours triangulé par un assistant de justice. C'est pas une négociation, c'est pas une discussion, c'est pas un truc de marchand de tapis, je te donne ça, tu me donnes ça, pas du tout. C'est un volet qui permet de réparer quelque part avec soit un accord, soit pas d'accord. Deuxième volet, et c'est le plus important, c'est celui, en tout cas le plus important au niveau pénal bien sûr, celui sur lequel on met toute notre énergie, c'est le respect de conditions. C'est-à-dire qu'en fonction d'une situation, il y a un problème d'alcool, ok, eh bien, il va falloir prendre en charge ce problème d'alcool parce que l'auteur dit bah, « j'ai pété un câble parce que j'avais bu ». Voilà, moi je suis persuadée que l'alcool ne rend pas violent. L'alcool désinhibe et permet la violence, mais elle ne rend pas violent. D'ailleurs, la plupart des gens peuvent être festifs, peuvent être joyeux, mais pas forcément violents avec de l'alcool. Donc, on travaille ce problème-là, ces assuétudes qui permettent l'infraction. Alors, tout est possible. La plupart vont nier le problème d'alcool. Moi, je n'ai pas de problème d'alcool. Ok, vous n'avez pas de problème d'alcool, eh bien, vous allez rendre des analyses de prise de sang chaque mois. Bah, en dessous d'un seuil, il n'y a pas de problème. Au-dessus d'un seuil, il y a un problème. Vous vous engagez, si vous êtes au-dessus du seuil, à avoir un suivi médical et thérapeutique. On est bien d'accord? Vous me dites qu'il n'y a pas de problème? Ok, il n'y a pas de problème. Vous êtes au-dessus du seuil, vous vous engagez à un suivi médical. Ok. Au-delà de ça, il y aura systématiquement un programme de responsabilisation pour les auteurs de violences conjugales. Donc, en fait, on obtient exactement la même chose que si on était passé devant un juge et qu'il y avait une condamnation. Sauf qu'on zappe toutes ces étapes, on va beaucoup plus vite. Et en plus de ça, la victime, elle a une place. Elle a une place au sein de cette procédure parce qu'elle va être écoutée, qu'elle va être entendue, qu'elle va être suivie, qu'elle va être renvoyée vers le pluridisciplinaire et qu'elle pourra à tout moment se dire « au début ça marchait, il avait compris, il se tenait à carreau, mais là maintenant ça ne va plus du tout ». Elle pourra expliquer que la situation évolue bien ou pas bien. Et la justice peut reprendre la main à tout moment. Elle est assurée que si, soit il ne respecte pas les conditions, soit il commet de nouveaux faits, d'emblée, moi je reprends la main, et puisque le dossier il était prêt pour être cité devant le tribunal, je vais aller le mettre devant le tribunal. L'auteur, il est informé de ça, la victime, il est assurée de ça. Elle sait qu'on a un œil particulier sur sa situation, en temps réel, et que si jamais il met un petit doigt de travers, et qu'on le sait évidemment, il faut qu'elle puisse le dénoncer, ou qu'on puisse le constater, à ce moment-là, on reprend la main. Et puisque c'est une approche graduelle, puisqu'on lui a donné sa chance, c'est une mesure de confiance quelque part. S'il n'est pas digne de la confiance, on va aller devant le tribunal, il le sait depuis le départ qu'il va aller devant le tribunal. Sauf que devant le tribunal, moi, dans mes réquisitions, je vais mettre le curseur un petit peu plus loin, en disant au juge, écoutez, on lui a donné la possibilité de démontrer sa volonté d'amendement et d'évolution. Il a donner peut-être une apparence et une façade de bon élève et finalement il ne fait rien, évidemment qu'il va falloir, dans votre jugement, souligner tout ça et peut-être être un peu plus sévère. Donc, bien retenir que ce n'est pas du tout une thérapie conjugale, une médiation familiale, c'est pas du tout contraire à la Convention d'Istanbul et au rapport du Grevio. Chacun à sa place, il n'y a pas de mise en présence et c'est vraiment une certitude que la justice, elle a ça dans son viseur et que c'est pris en charge directement. C'est une procédure à laquelle on essaie de recourir le plus souvent. Encore faut-il qu'il y ait un minimum de reconnaissance des faits de la part de l'auteur. Ça se travaille. Alors l'information de la victime, c'est quelque chose de primordial. On essaye d'être très attentif à ça parce que dans un dossier de violence conjugale, en fait, finalement, la personne centrale dans le dossier, c'est la victime. Toutes nos actions, toutes les enquêtes, toutes les mesures qui sont prises sont dans un but de protection. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, la protection de la victime. Donc, elle est la pièce centrale de la situation. Alors effectivement, si on ne l'informe pas de ce qu'on fait, c'est comme si on ne faisait rien. Il y a des victimes qui s'indignent parfois de « mais que fait la justice ?» La justice travaille, sauf qu'elle n'en est pas informée. Comment faire pour l'informer? Au moment de son dépôt de plainte, elle peut demander à être tenue informée. C'est ce qu'on appelle une déclaration de personne lésée. Ça, systématiquement, le policier lui proposera, à l'issue de son audition, « est-ce que vous voulez vous déclarer personne lésée ?» En principe, ça lui ouvre un droit d'être informé sur les suites du dossier. Sauf que matériellement, ce n'est pas possible. Dans chaque dossier, d'envoyer un courrier à la victime, voilà ce qu'on a fait, voilà
Non, c'est pas possible. La seule chose, c'est que nous, quand on constate qu'une victime a demandé à être tenue informée par cette déclaration de personnes lésées, systématiquement, on saisit ce qu'on appelle le SAV chez nous, le service d'aide aux victimes. En fait, c'est une sorte de tampon entre le parquet et la police. Le SAV va faire une offre de service à la victime en disant voilà, le parquet nous a informé que vous avez déposé une plainte. N'hésitez pas à faire appel à nous si vous avez des questions. Donc, il ne faut pas que la victime écrive au parquet en disant où en est ma plainte, qu'est-ce que vous en avez fait. Non, il y a un service spécialisé qui est, et on le saisit systématiquement dans les dossiers, et c'est eux qui font cette offre de service. Et donc ça, c'est le point de relais entre la plainte et ce qu'elle va advenir. Le SAV peut aussi les guider, leur expliquer, se constituer partie civile, comment ça se passe à l'audience, les accompagner dans la lecture du dossier aussi. Par exemple, elles vont être informées que le dossier a été classé, et peut-être ne pas être d'accord avec cette décision, eh bien le SAV peut les accompagner pour la lecture. Je n'aime pas, moi, qu'une victime lise une enquête qui a été faite sans avoir un accompagnement, sans avoir une grille de lecture, déjà pour l'accompagnement psychologique et émotionnel de lire un dossier, et puis aussi pour essayer de décoder pourquoi la justice a pris quelle décision. Donc, l'information de la victime, c'est très important. On essaye systématiquement d'en tenir compte. Il faut comprendre aussi que, vu le nombre de dossiers, vu l'ampleur de la situation, ce n'est pas toujours possible d'envoyer ces courriers. Une chose qui est étonnante aussi peut-être, c'est qu'il nous revient de la maison de justice, donc du SAV, c'est un service de la maison de justice, que sur l'ensemble des offres de services qui sont faites aux victimes, il n'y a qu'un très petit nombre où il y a une réaction de la part de la victime. Donc certaines victimes parfois vont se dire « oui, mais qu'en est-il de ma plainte ?» Or, ils ont une offre de service qu'ils n'ont pas enclenchée, qui n'ont pas été cherchée. Elle est là, cette offre de service, mais ils n'ont pas été la chercher. Alors, il y a plusieurs explications sur le fait qu'éventuellement la victime n'utilise pas cet outil qui lui est offert. Peut-être qu'après son dépôt de plainte, elle se désintéresse de la situation parce que ça va mieux, qu'on est dans le cycle et que ça va mieux. Peut-être qu'elle n'a jamais reçu cette offre de service parce que c'est un courrier qui a été envoyé, qu'il a peut-être été subtilisé dans la boîte aux lettres par le conjoint qui vit toujours là. C'est la raison pour laquelle on insiste, et notre PV type dont on parlait tout à l'heure le demande, qu'il y ait un numéro de contact, un numéro de téléphone, une adresse mail, quelque chose où on sait avoir un contact privilégié et direct avec la victime. Donc ce qu'on demande, c'est que le SAV fasse une offre de service et que s'il n'y a pas de réaction, en voyant le numéro de téléphone, on appelle en disant « Est-ce que vous avez bien reçu notre offre ?» En fait, c'est vrai qu'au niveau de la saisine du SAV, soit, c'est vrai que c'est généralement le cas, c'est nous qui le saisissons, mais parfois, le SAV vient vers nous en nous disant voilà, on a reçu une demande de service de la part d'une victime, et donc est-ce que vous nous mandatez pour lui fournir un accompagnement? Et donc, c'est aussi une deuxième voie d'entrée pour la victime d'aller au SAV, mais donc elle peut y aller aussi d'initiative. Et je vais même plus loin. Quand on a une démarche du SAV qui vient vers nous, en disant on a été contacté par une victime qui voudrait connaître un peu les suites de sa plainte, comme moi je reçois ce document du SAV, je vais rechercher le dossier qui est peut-être en dessous de la pile et je le mets au-dessus. Et je le mets au-dessus. Je me dis, tiens, j'ai une victime ici qui est en attente de quelque chose. Il y a beaucoup de plaintes où c'est du conflit, où on dépose la plainte et puis après on s'en désintéresse. Mais quand une victime fait cette démarche de se dire vers quel service je peux me tourner pour pouvoir avoir des informations sur ma plainte, dans les piles et les piles et les piles de dossiers qu'on a, moi je le reprends, je le remets au-dessus parce que j'ai de toute façon cette demande de la part du SAV et peut-être que ce dossier sera vu un peu avant les autres. C'est un critère comme un autre de se dire ce dossier c'est important. Ils sont tous importants, hein. Je ne veux pas dire qu'il y en a des moins importants, ils sont tous importants, mais celui-là, la victime est vraiment en attente de quelque chose. Du coup, je vais peut-être le voir avant les autres. SAPV, il y a un P dedans, police. Donc ce sont des assistantes de police. L'assistante de police, après la transmission de la plainte au parquet, n'est pas au courant de ce que va faire le parquet de cette plainte. Donc c'est une assistance de première ligne en fait, au moment du dépôt de plainte, au moment de la commission de l'infraction, pour éventuellement organiser un premier suivi ou des mesures d'urgence. Le SAV, c'est un service d'aide aux victimes, c'est au niveau de la maison de justice.
Et donc ça, ce sont des assistantes sociales, des psychologues qui sont mandatés par le parquet ou que la victime va directement aller chercher et demander une aide. Et c'est le seul organe qui va pouvoir permettre d'expliquer où en est le dossier. Est-ce qu'il a été classé? Est-ce qu'il y a des devoirs d'enquête qui sont en cours? Est-ce qu'il va être fixé devant le tribunal correctionnel? Est-ce que vous avez besoin d'une assistance lors de cette audience? Ah ben le dossier il a été mis à l'instruction, un juge a décerné un mandat d'arrêt, il est en prison pour l'instant, ou il a été remis en liberté par le magistrat instructeur avec des conditions à respecter. Tout ça, c'est le SAV de la maison de justice qui peut informer la victime. Donc, première ligne, deuxième ligne. C'est le nerf de la guerre, hein, les moyens. C'est le nerf de la guerre. Moi, j'aimerais bien avoir 4 juristes, un bataillon de juristes pour pouvoir traiter les dossiers en temps réel et avoir des réponses immédiates. Mais c'est une frustration quotidienne pour nous de se dire on est obligé de prioriser. C'est pas possible. C'est pas possible de traiter tout. Et puis surtout, les audiences. Moi, j'ai 2 audiences par mois. Il faut compter qu'environ, il y a plus de dossiers qui sont fixés, mais que ressortent de l'audience environ 6, 7, 8 dossiers. 2 audiences par mois, faites le compte, on est obligé de prioriser. On ne peut pas mettre tout à l'audience. Encore une fois, les délais seraient déjà, il me semble, totalement incompatibles avec la réactivité qu'on nous demande. Moi, quand on cite un dossier aujourd'hui, mais ce sera mi-2022. Évidemment, on va essayer de soulever d'autres outils pour faire évoluer les choses sans attendre un juge. On n'a pas toujours besoin du juge. Une condamnation pénale ne change pas la mentalité, ne va pas faire retomber la violence, ça va condamner. Ça va condamner en disant on ne peut pas, et si vous récidivez, vous aurez encore une sanction plus lourde. Mais ce n'est pas ça qui va faire stopper la violence. Oui, c'est aussi tout l'intérêt de la procédure de médiation et mesure et qu'on essaie vraiment de favoriser au maximum parce que ça permettra vraiment d'avoir un réel impact sur le comportement des auteurs et aussi permettre à la victime de prendre sa place dans la procédure. Donc c'est clairement pour ça qu'on essaye de mettre un maximum de dossiers en médiation parce qu'on ne pourra pas tout poursuivre et que c'est vraiment une mesure qui a fait ses preuves en termes de limitation de la récidive. Je vais être plus nuancée parce qu'un auteur peut être condamné en étant dans le déni le plus absolu. Une médiation pénale. Le prérequis, c'est que l'auteur soit en reconnaissance des faits, reconnaissance de sa responsabilité pénale et civile. Et donc, oui, il n'y aura pas un document, il n'y aura pas un casier judiciaire, mais dans une procédure telle que la médiation et mesure, la victime peut se dire, et la justice le dit, que l'auteur est en aveu de la violence. Ce ne sera pas nécessairement le cas dans le cadre de la procédure devant le tribunal. Non. Ou parfois même, l'auteur il va faire défaut devant le tribunal, il ne va pas être là, il ne sera pas en aveu de la situation, il va nier toujours devant le tribunal. Et voilà. Et puis même parfois aussi, la réaction judiciaire n'est pas toujours la plus appropriée parce que pour aller devant le tribunal, il faut aussi qu'on ait un dossier qui soit blindé au niveau preuve parce que si on allait devant le tribunal pour à peu près toutes les situations en se disant bah voilà on verra bien ce qu'on aura, on va quand même le tenter et advienne que pourra. Non, parce que si on arrive devant le juge et qu'on a une décision d'acquittement parce que il n'y a pas suffisamment de preuves et donc c'est le principe de la présomption d'innocence. En cas de doute, le doute doit profiter au prévenu et donc à ce moment-là le juge prononce un acquittement. Ce sera même pire encore qu'un classement sans suite parce que cela donnera un sentiment d'impunité à l'auteur. Et alors que un classement sans suite pourra toujours être revu, et s'il y a des éléments de preuve qui interviennent plus tard, alors une réaction judiciaire pourra être rapportée, mais un acquittement, c'est pire que tout. Il y a des situations où on est intimement convaincu que ce qui est dénoncé, c'est produit. Je pense notamment à des situations je pense même à une situation de viol qui avait été dénoncée, un viol conjugal. Qu'est-ce qui est plus difficile de prouver qu'un viol conjugal ? Le consentement. On va jouer sur le consentement. Elle était d'accord. Non, je n'étais pas d'accord. Et donc, aller porter un dossier de viol conjugal dans lequel il n'y a pas d'élément autre que la parole de l'un, la parole de l'autre, on s'expose à un acquittement. D'emblée, et je veux dire, je suis juge, j'acquitte. Logique, le bénéfice du doute. Mais un auteur qui a vraiment commis les faits qui lui sont reprochés et qui est acquitté par la justice va pouvoir regarder sa victime droit dans les yeux en disant « Tu vois, personne ne te croit.
j'ai été acquittée. Acquittée, ça veut dire qu'il ne pourra plus être jugé pour ces faits-là. Et je trouve que nous, prendre ce type de décision, on ne le fera pas. On ne le fera pas parce que je trouve que c'est pire encore par rapport à la victime. Ça m'est déjà, par contre, déjà arrivé d'être présente avec le SAV pour expliquer ma décision à la victime. Parce qu'en fait, le SAV, on le mandate pour expliquer à la victime une décision qu'ils n'ont pas eux-mêmes prise. Et une décision aussi sensible que celle-là, pour moi, ça valait la peine de lui dire « Madame, je vous crois, je suis persuadée que ça s'est passé exactement comme vous l'avez dit. D'ailleurs, le dossier démontre que la personnalité de monsieur, il est vraiment dans cet état d'esprit-là. Mais je m'expose à un acquittement. Je vais droit vers un acquittement. Et ça, je ne veux pas vous le faire subir, ça. » Et je me souviens qu'elle m'avait dit « Écoutez, si vous me croyez, c'est peut-être déjà ça l'essentiel. Et je ne supporterai pas qu'il soit acquitté. Après ce qu'il m'a fait, je ne supporterai pas. On va en rester là, mais elle ne le vit pas de la même manière qu'un simple classement sans suite, banal. Et voilà, le message, il est là, et c'est la raison pour laquelle le SAV a tout son rôle, et raison pour laquelle peut-être j'encourage les victimes à répondre aux sollicitations, aux offres de services du SAV pour comprendre la décision et ne pas se sentir doublement victimisée en disant la justice, elle n'a rien compris, elle ne m'a pas cru. Ouais, si, on vous croit, mais ça ne fonctionne pas comme ça ne suffit pas. Comme beaucoup sont fâchés de dénoncer de la violence et de déposer un certificat médical. On a envie de leur dire, le certificat médical établit que vous avez reçu des coups. Le certificat médical n'établit pas que cette personne vous a porté des coups. C'est différent. Or, on part dans cette optique, mais j'ai donné toutes les preuves. Oui, mais non, ça ne suffit pas. Ça arrive quelquefois, dans le cas de viol conjugal justement, on a une victime qui a subi un viol, je dirais, je sais pas, en 2005 par exemple, et qui en 2021 va, au terme de tout un cheminement personnel qu'elle a fait, se dire bah oui, en fait ce que j'ai vécu c'était pas normal, c'était un viol. Et va se rendre compte plusieurs années après que oui, il y a peut-être une réaction judiciaire à apporter, mais parfois, c'est là qu'intervient la prescription. Le délai a été tellement long entre la commission des faits et la dénonciation que la justice ne pourra plus juger l'affaire parce que la plainte sera tout simplement irrecevable. Maintenant, bon, en pratique, ça n'arrive pas souvent, voire jamais. Et surtout, pour ce type d'infraction, le délai de prescription est assez long. Mais parfois, on en arrive à ce genre de situation où, outre la prescription, on n'a plus de possibilité d'enquête parce qu'il n'y a plus de collecte de preuves qui est possible, parce que les auditions de témoins sont beaucoup trop tardives. Et donc, c'est là qu'intervient la notion plutôt de délai raisonnable où on ne pourra matériellement plus l'établir. Maintenant, bon, c'est vrai que la plainte reste toujours importante parfois parce que ça va permettre de libérer la parole. Et la plainte sera plus introduite dans un but plutôt thérapeutique de la victime pour qu'elle puisse s'exprimer sur sa situation et se dire oui, j'ai été victime et c'est important pour moi d'exprimer. Alors les menaces de la part de l'auteur de violence, c'est un classique évidemment, hein. Il va trouver tous les arguments pour qu'elle se taise. C'est le seul objectif. Et tous les arguments sont bons, on va prendre les enfants, tu risques de perdre tes droits, ou ci ou là. Je veux dire, ça fait partie du processus habituel de la part d'un auteur. Le seul objectif, c'est qu'elle soit persuadée que personne ne va la croire et que ça ne sert à rien de déposer plainte, que pire, on lui prendra les enfants si elle dénonce la violence. Ça fait partie du comportement classique, il faut le savoir. Il n'y a aucune conséquence qu'une femme qui est victime de violence se mette à l'abri, se protège. Aucune, au contraire. Au contraire même. Si jamais on arrive à déterminer par différents intervenants qu'il y a de la violence dans ce couple et que des enfants y sont exposés et que la victime elle-même refuse d'en parler, refuse de se protéger, si elle refuse de se protéger, elle refuse de protéger ses enfants, là on risque de peut-être prendre une plus grande place pour protéger les enfants. Protéger la mère, c'est protéger les enfants. Donc ce type d'argument, il faut laisser tomber. Si tu pars, tu te mettras dans tes torts, absolument
absolument pas. Jamais ce serait une double peine que de se dire que si elle se protège, elle va en subir les conséquences. Bien au contraire, surtout pas. Il ne faut pas écouter ce genre d'argument, mais ça fait partie du laïus habituel de l'auteur. S'il y a un départ, il faut savoir que ça va être un argument qui est utilisé pour légitimer le harcèlement. Elle est partie, elle a pris les enfants, c'est normal que j'insiste, je suis le père, tout autant qu'elle est la mère, pourquoi me prive-t-elle de mes enfants? Donc, si vraiment ce départ est quelque chose de mûri et de réfléchi, il faut très rapidement saisir le tribunal de la famille pour expliquer la situation et pour pouvoir trouver un cadre où soit il y a un accord sur la garde, mais en général il n'y aura pas d'accord puisqu'on est dans une situation d'extrême tension. Il faut que quelqu'un puisse statuer et éventuellement prévoir par exemple un espace rencontre pour que la mère amène l'enfant et il n'y ait pas de contact avec le père qui vient ensuite soit prendre l'enfant, soit faire cette visite encadrée au sein du centre. Donc il faut savoir qu'un départ où la victime ne donne plus de nouvelles, ne répond plus au téléphone, ne dit pas où elle est, ça va être un argument pour légitimer le harcèlement. Et ce qui, dans la tête de chacun, on pourrait presque le comprendre si on était hors de cette situation de violence. Elle part avec les enfants, il est logique qu'il insiste pour savoir où elle est, ce qu'elle fait, si ses enfants sont dans de bonnes conditions, où sont-ils hébergés, en dehors de tout phénomène de violence conjugale, ça nous semblerait terriblement logique. Voilà, donc ça, c'est la seule chose à laquelle il faut être attentif, c'est dénoncer qu'on part à cause de la violence et tenter de trouver un cadre pour les enfants, parce que c'est le premier argument qui va être utilisé. Une fois que l'enquête est terminée, eh bien, on va déterminer s'il y a suffisamment d'éléments pour engager des poursuites ou non. Et donc, on aura plusieurs réactions judiciaires. Donc, soit il y a un classement sans suite du dossier et donc là, la procédure s'arrête, mais le classement sans suite, il est toujours provisoire. Donc, ça signifie que s'il y a des éléments nouveaux qui arrivent plus tard, eh bien, pour autant que le dossier ne soit pas prescrit, donc qu'avec l'écoulement du temps, on ne puisse plus engager de procédure judiciaire. En dehors de cette situation-là, on pourra toujours rouvrir le dossier, procéder à de nouvelles auditions, etc. et réserver une suite judiciaire le cas échéant. La procédure va s'arrêter aussi si par exemple on a une procédure de médiation et mesure qui est enclenchée et qu'elle est réussie. Alors là, il y a une extinction des poursuites. Donc si la médiation a réussi, eh bien, l'auteur ne sera pas poursuivi pour ces faits-là. Il y a aussi d'autres causes d'arrêt de l'action publique. C'est quand il y a eu un jugement. Donc, si la personne a été citée devant le tribunal correctionnel et que le juge prend une décision, eh bien, le jugement fera qu'il ne pourra pas être rejugé une seconde fois pour les mêmes faits. Et ce n'est que s'il y a des nouveaux faits qui sont dénoncés postérieurement au jugement, que l'affaire reviendra au parquet et qu'une nouvelle citation devant le tribunal ou une autre réaction pourra être apportée à la situation. Il y a deux types de classements sans suite. Donc, les classements sans suite techniques, qui sont les classements sans suite, pas d'infraction ou charge insuffisante. Donc ici, c'est vraiment les situations où soit il n'y a aucune infraction pénale qui est objectivable, ou alors il n'y a aucun élément qui permette de relier l'infraction à tel auteur. Donc là, on n'a pas le choix. Si on ne sait rien faire parce qu'on n'a pas suffisamment de preuves, on est obligé de classer sans suite charge insuffisante. Mais à côté de ces situations-là, il y a aussi toutes les autres situations où on a une infraction qui est établie et même prouvée, mais c'est pas toujours opportun de poursuivre. Les services de police, maintenant, c'est dans le cas des nouveaux outils qui ont été mis en œuvre récemment, ils ont l'obligation de revenir vers la victime au bout d'un mois environ, un mois ou deux après le dépôt de plainte pour vérifier ce qu'il en est actuellement. Est-ce que depuis l'intervention de la police, est-ce que depuis la plainte, depuis son audition, est-ce que l'auteur a cessé les violences? Comment ça se passe pour le moment? Est-ce que les procédures qui ont été mises en place devant le tribunal de la famille, etc. Une fois que nous, on reçoit ce PV avec cette réévaluation de la situation et qu'on voit qu'effectivement, maintenant, tout va bien, que la violence a cessé et donc que l'action de la police et de la justice a permis de faire cesser une situation de violence, et alors là, si c'est un premier fait, on pourra classer le dossier situation régularisée. Et donc, étant entendu que s'il y a de nouveaux faits qui viennent se rajouter par la suite, eh bien, on pourra avoir une réaction plus sévère. Parce que c'est vrai que même si on a des faits qui sont établis, c'est pas toujours opportun de poursuivre. Et donc, il y a aussi d'autres motifs de classement sans suite d'opportunité. Par exemple,
Les poursuites sont disproportionnées, parfois la voie civile sera la meilleure voie pour essayer de solutionner une situation de conflit, parce que parfois le déclassement social serait tel, si on avait une condamnation, que c'est pas du tout proportionné à l'infraction qui a été commise. Donc on a tout un panel de réactions possibles au niveau du classement sans suite. Les pervers narcissiques, c'est mis à toutes les sauces pour l'instant. Il y a des pervers narcissiques, mais sur toute ma carrière, bon, peut-être que le dossier n'a pas été suffisamment bien mené ou quoi que ce soit, mais c'est presque une étiquette psychiatrique, un pervers narcissique. Je veux dire, c'est quelqu'un qui sciemment, intelligemment, avec anticipation, peut jouir de ce qu'il va faire et de la manière dont il va blesser sa partenaire. Il y a quelque chose d'une forme d'intelligence malveillante. Dans la plupart de nos situations, on n'est pas face à ça. Il y a énormément de types de situations, il y a beaucoup de conflits, il n'y a pas que des dominants. Je veux dire, il y a deux types de dossiers, il y a les conflits conjugaux, il y a des conflits, des violences situationnelles. Les rôles sont interchangeables, hein, tantôt c'est l'un, tantôt c'est l'autre, c'est du conflit. Les situations qu'on aborde depuis le début de cette interview, on parle plus de processus de domination et d'emprise, hein, un dominant, une victime avec quelqu'un qui prend l'ascendant sur l'autre. Il faut savoir que notre réalité, c'est quoi? C'est beaucoup du conflit au final. C'est 80% de conflit et c'est 20% non, allez, 70% de conflit, 20% vraiment d'emprise, de domination avec quelqu'un qui est infériorisé, quelqu'un d'autre qui prend le contrôle, qui décide de ce qu'elle va porter, de qui elle va voir, de ce qu'elle peut avoir dans ses réseaux sociaux. Et vous avez 10% de violences réactionnelles. De victimes agressées qui réagissent en étant elles-mêmes aussi violentes. Voilà. Mais notre réalité, c'est beaucoup plus de conflits que de domination. Moi, j'ai envie de dire qu'on croit, tous les récits qu'on a, on les croit. Et on est même à se dire que quelquefois, ils sont encore en deçà de la réalité. On le sait, ça. Et le fait qu'il y ait un classement sans suite, par exemple, n'est pas qu'on ne croit pas, c'est qu'on n'arrive pas à le prouver. Notre objectif est de protéger. On a des réactions possibles, mais tout ça est très frustrant pour nous parce qu'on manque de temps. On a énormément de dossiers qu'on est obligé de prioriser. On doit travailler aussi avec des victimes qui sont ambivalentes, qui, alors qu'elles sont vraiment en demande d'aide, et on le sent qu'elles sont en demande d'aide, après elles n'existent plus, elles ne sont plus là, elles ne viennent pas déposer le document, ou alors elles vont changer leur audition, ou elles vont vouloir qu'ils se soignent, alors qu'on ne peut jamais obliger quelqu'un à se soigner s'il ne veut pas se soigner. On n'a pas de baguette magique. Voilà, c'est un postulat de crédibilité de départ, et on essaye vraiment d'établir avec leur collaboration. Et quand on n'a pas la collaboration des victimes, c'est quasiment mission impossible. On essaye d'établir la situation et d'y confronter l'auteur. Comme il va être dans le déni, on doit le confronter à quelque chose de concret et pas juste une dénonciation. Et c'est très frustrant de voir que dans beaucoup de situations, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Tu as effectivement tout dit, mais c'est vrai que c'est vraiment les trois objectifs, hein, protéger, évaluer et éprouver. Et je pense que c'est important que les femmes puissent avoir conscience du travail de la justice à ce niveau-là. Donc on croit les victimes, effectivement. Maintenant, c'est tout le travail probatoire qu'il y a autour, et on a besoin d'un maximum d'informations pour pouvoir réserver une suite au dossier. Donc c'est vraiment cette question de la preuve. Une gifle, c'est pas trop difficile, hein, il va reconnaître. Mais les vraies violences, les violences lourdes, celles qui arrivent vraiment à des dégâts très lourds au niveau des victimes et aussi des victimes collatérales, c'est celles-là qui sont les plus difficiles à établir. Et dès qu'on peut, évidemment, on y va, mais c'est vraiment pas évident à établir. Et c'est notre travail au quotidien, et on garde cette confiance du fait qu'on va faire bouger les choses, et on n'est pas démotivé, et on continue, et on continuera encore. Et je trouve que c'est important qu'elle le sache, qu'on est vraiment motivé à ça, et que c'est notre quotidien. Tout à fait.